Claudine Le Tourneur-Disson, nous allons partir sur les bords du Nil avec ce livre que vous publiez aux éditions du Cerf, Les Immortels. Alors, les immortels, l'immortalité, c'est quand même un thème qui effectivement colle bien à l'Égypte et surtout à l'histoire d'une femme, Christiane Desroches-Noblecourt. Donc c'est cette histoire que vous racontez. Alors nous allons partir sur l'histoire du sauvetage des temples nubiens. Et il aura fallu 20 ans de combat presque contre des moulins à vent ou des pyramides à vent, je ne sais pas, pour Christiane Desroches-Noblecourt pour aboutir à ce sauvetage. Alors, on va déjà situer, si vous voulez bien, l'histoire de cette aventure, de cette épopée. L'histoire donc commence avec en 1954 contre Christiane Desroches-Noblecourt, dont on parle beaucoup, grande égyptologue, qui décide de prendre fait et cause pour pour les monuments quand elle entend Nasser, qui vient d'arriver au pouvoir, déclarer que la première chose qu'il veut faire, c'est d'industrialiser son pays et mettre fin à l'inondation plus que millénaire qui submerge l'Égypte pendant 4 mois tous les ans. Et donc, pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi un besoin au niveau de la population. La population grandit d'une façon exponentielle en Égypte à cette époque, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, il faut nourrir tout le monde et il n'y a pas assez de terre. Donc, Nasser prend cette décision, mais sans tenir vraiment compte qu'en faisant un gigantesque barrage au sud d'Assouan, au début de la Nubie, il va noyer tout un pays qui est la Nubie, sur 500 kilomètres, et que cette région euh, a déjà 60 000 habitants qui vont être obligés, contraints de partir en exil. Ils n'ont pas le choix, on leur demande pas leur avis. Et surtout, en plus, tout un patrimoine fantastique qui appartient donc, comme le dira Christiane Desroches-Noblecourt, haut et fort, appartient pas seulement à l'Égypte, mais à l'humanité. C'est-à-dire, il y a 24 temples, plus les deux temples d'Abou Simbel, qui sont vraiment un des fleurons de la culture pharaonique, qui représente toute la culture égyptienne et dans ce qu'elle a de plus grandiose. Et donc, pour Christiane Desroches-Noblecourt, il est impensable que tout ce patrimoine disparaisse. Donc, elle va commencer à en parler autour d'elle, mais elle s'aperçoit très vite en Égypte que les Égyptiens, eux, sont tous pour le barrage et que pour eux, ce qui est important, c'est de développer le pays. Et donc, elle va commencer à faire un discours. En 1955, elle va à l'UNESCO. Donc, elle va déjà essayer de mobiliser cette organisation qui a été créée en 1945 et qui a pour objectif, effectivement, pour but de protéger aussi la culture. Mais elle ne reçoit que des, pas des injures, je ne j'irai pas jusque-là, mais on se moque d'elle, on ironise en lui disant, mais vous voulez déplacer des montagnes, mais c'est totalement irréalisable, c'est totalement utopique. Et donc voilà, et donc ça a été le démarrage d'un grand combat qu'elle a mené pendant 20 ans. Et les premières années ont été quand même extrêmement difficiles. Elle était vraiment seule parce que personne ne l'écoutait. Ce qui est assez surprenant, c'est que est-ce que les autorités, parce que face à l'incrédulité qu'elles rencontrent et à l'opposition qu'elles rencontrent, est-ce que les autorités égyptiennes, voire internationales, se rendent compte de ce patrimoine qui va disparaître? Ou est-ce que pour eux, ce sont que quelques vieilles pierres englouties et puis voilà? Oui, enfin, pour la plupart, oui, c'est ça. On lui rit au nez en lui disant, mais bon, de toute façon, on peut pas déplacer des temples, et en particulier à Abu Simbel, les deux temples d'Abu Simbel sont creusés dans la montagne. Donc, comment faire pour déplacer Abu Simbel? Donc déjà, pour la plupart des gens, c'est infaisable.
c'est irréalisable. Et pour les Égyptiens les premiers, ce sont des temples, ce n'est pas, il faut le rappeler, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas leur civilisation. Ils sont musulmans depuis le 6e, 7e siècle de notre ère, et donc tout ce qui est pharaonique, et ils estiment que ce n'est pas vraiment, véritablement leur histoire, peu importe. Elle est assez seule, et même très seule, pendant 2, 3 ans. Personne ne l'écoute. Jusqu'au jour où elle a la chance d'avoir sur sa route un homme qui va devenir le directeur général de l'UNESCO, qui s'appelle René Maheu. Et cet homme euh, va prendre fait et cause pour elle. Parce que en devenant le directeur général de l'UNESCO, René Maheu a une très très grande ambition, c'est-à-dire de faire de l'UNESCO quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus universel et planétaire que ce qu'est l'UNESCO en 1950 ou 54, qui est une petite organisation qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Donc, en fait, pour René Maheu, ce que lui propose Desroches Noblecourt, ça va exactement dans le sens de ce qu'il veut faire pour développer l'UNESCO quand il va arriver à la tête de l'UNESCO en 1960. Et donc, main dans la main, tous les deux vont batailler pour convaincre les nations de, de participer au sauvetage des temples. Alors, il faut aussi préciser un peu qui est Christiane Desroches-Noblecourt, parce que déjà, c'est une femme, et une femme dans un monde d'hommes, et dans les années 50, 60, c'est pas simple. Mais qui est-elle? Comment elle se fait connaître? Et puis, comment on sent le caractère qu'elle a. Je veux dire, elle est prête, elle, à déplacer des montagnes, et elle les déplace, elle s'impose, elle bouscule toutes les conventions, si l'on peut dire. Oui, tout à fait. Christiane Roche-Noblecourt est un personnage inouï dans l'histoire de l'égyptologie. D'ailleurs, c'est la seule depuis la création de l'égyptologie, depuis Champollion, la seule femme à avoir laissé à graver son nom dans l'histoire de l'égyptologie. Donc, elle est née en 1913 et elle a toujours rêvé d'Égypte depuis sa plus tendre enfance. Elle a eu au Louvre et à Paris des grands professeurs qui l'ont adoubée parce que c'était une femme extrêmement brillante, et elle est rentrée dans l'égyptologie avec beaucoup de difficultés parce que on ne voulait pas d'elle. Au Louvre, on ne voulait pas d'elle parce que c'était une femme et parce que dans cet univers extrêmement machiste, je dirais, et très intimiste, il n'y avait jamais eu de femme auparavant. Mais elle, à force de se heurter à ces difficultés, depuis sa jeunesse, elle s'est forgé un caractère de fer et rien ne l'arrête. Moi, je l'ai connue puisque j'ai été son élève pendant les 4 dernières années où elle a enseigné à l'école du Louvre. Je peux vous dire que c'était une femme que à qui personne ne pouvait résister. Elle déplaçait, comme on le dit, effectivement, elle déplaçait des montagnes sans elle, il y a de fortes chances pour que les temples soient aujourd'hui sous l'eau. Alors, convaincre, c'est une chose. Que les nations, vous parliez de René Maheu, il y a eu le fameux discours aussi d'André Malraux, il y a un côté cocorico quand même hein, de ce Oui. sauvetage. Mais convaincre 50 pays de financer quelque chose qui n'est quand même pas une broutille, ça aussi, c'est une autre paire de manches. Ça a été très compliqué. Ça a été vraiment pour René Maheu, il faut citer aussi Sarwat Tokacha, parce que Sarwat Tokacha, m- ministre de la Culture, c'est le premier ministre de la Culture qui existe en Égypte. Donc, à la tête de ces deux pays, il y a de très très grands ministres et des hommes très forts. Et Sarwat Tokacha, avec Desroches Noblecourt et René Maheu, ont vraiment bataillé alors chacun dans leur domaine. Elle, c'était dans le domaine égyptologique. Maheu, c'était au niveau de l'UNESCO. Donc lui, il faisait des réunions avec les représentants des différentes nations pour essayer de convaincre. Et Sarwat Tokacha, lui, c'était un peu le représentant de commerce, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, il est allé essayer de convaincre à droite, à gauche, dans tous les pays de la planète qui le recevaient, euh, la cause de ce patrimoine. Et c'est vrai que ça a été un combat de très longue haleine, et s'il n'y avait pas eu ces trois personnages, effectivement, qui, main dans la main, avaient le même objectif, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit jamais arrivé. Et
la plus grande difficulté, ça a été en 1964, les travaux du barrage avaient déjà commencé parce que Nasser lui avait commencé, pour lui c'était fondamental et peu importe si le passé disparaissait. Donc, les temples d'Abu Simbel allaient bientôt avoir les pieds dans l'eau. Et en 1964, on n'avait toujours pas trouvé de solution pour sauver ces temples construits, creusés dans la montagne. Alors, on parle d'Abou Simbel, hein, effectivement, mais Abou Simbel, c'est 24 temples, hein, je crois, au total, dont la fameuse, le temple de Philae, qui est Oui, sur cette île. Alors, celui qui a été déplacé, parce que je crois que Philae, alors je dis ça de mémoire, en ayant lu le livre, on a ceinturé en fait l'île pour éviter l'engloutissement. Mais c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. oui, on était obligé de faire un Voilà. barrage autour du milieu. Voilà, Oui, tout à fait. Alors que donc le temple d'Abou Simbel, lui, c'est donc 250 000 tonnes, je crois aussi, que vous citez dans le livre, qui sont vraiment déplacées, découpées. Et elle fait appel à des marbriers italiens pour oui. découper, etc., créer ce dôme et puis ensuite remettre pièce par pièce comme un puzzle ce fameux temple. Là, Ça a été ça a été des travaux gigantesques, hein, à tous les ingénieurs, architectes de la planète pour apporter une solution. Comment faire pour déplacer à Boussole. Donc, il y a eu des dizaines et des dizaines et des centaines de projets qui sont arrivés sur le bureau des Roches-Noblecourt au Louvre, euh, tous plus farfelus les uns que les autres, évidemment. Et puis aussi, certains qui coûtaient très, très cher. Il y en a qui étaient plus ou moins réalisables, mais qui coûtaient extrêmement cher. Donc, il y avait ce problème à la fois donc, de préserver les temples, il fallait quand même pas les réduire en bouillie, et ensuite, il fallait que ça rentre dans le budget de l'UNESCO, qui était déjà extrêmement serré. Et il fallait l'accord des Égyptiens en plus. Donc en 64, on finit par avec Sarwat Okasha, donc des Roches-Noblecourt et René Maheu finissent par accepter un projet qui est le découpage. C'est-à-dire, on va découper la montagne et puis on va démonter, enfin, on va découper et scier les temples à l'intérieur et les déplacer et les remettre à 60 mètres plus haut dans un dôme. Et donc, si vous voulez, ça a été une course contre la montre parce qu'on était en 64, l'eau commençait à monter, les ouvriers ont fini le découpage d'Abou Simbel les pieds dans l'eau, et ensuite il a fallu replacer chaque morceau et reconstituer un site, reconstituer une montagne de béton pour réintégrer les deux temples dans la montagne, enfin dans une montagne fictive, hein. effectivement, oui. Alors, quand on connaît le site aujourd'hui, que l'on découvre, de l'extérieur, on n'imagine même pas qu'il y a Ouais. eu un Mm. déplacement. On se retrouve le matin, c'est extraordinaire, le chant des oiseaux et puis le soleil levant sur le lac Nasser, mais c'est féerique. Et les moyens techniques des années 50 ne sont pas les moyens techniques aujourd'hui. Je veux dire qu'ils Ouais. ont travaillé, les Égyptiens, comme presque les Égyptiens qui ont bâti les pyramides. Hein. Ils ont Ah, mais travaillé. c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui a fait hurler des Roches-Noblecourt quand cette technique, enfin, ce découpage a été programmé, pour elle, c'était insensé. Elle a poussé des hurlements en disant que c'était pas possible, que le grès d'Abou Simbel était trop fragile et ne résisterait pas au scie électrique. Donc, c'est pour ça que Abou Simbel a été découpé à la scie à main. Ça a été un travail, mais de titan. Vous imaginez, il y a eu 4000 personnes, 4000 ouvriers qui, nuit et jour, parce qu'on était dans l'urgence absolue, qui découpaient à la main sous des températures en été de 50 degrés, mais il fallait le faire. Et ça a été une entreprise humaine tout à fait exceptionnelle. Je veux dire, les Égyptiens qui ont construit Abu Simbel ont été des architectes absolument et des artisans fabuleux, mais ceux du XXe siècle qui ont déménagé, déplacé, découpé Abu Simbel ont été tout aussi formidables. Enfin, c'est pour ça que c'est une aventure, c'est une grande épopée humaine. À la fois, c'est plusieurs nations qui se sont unies et en même temps, c'est euh, un travail colossal de gens qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur argent, qui ont donné de leur volonté pour sauver un patrimoine qui, euh, qui était quand même toute la civilisation égyptienne, qui représente toute l'histoire de l'Égypte ancienne.
Et aussi toute l'histoire, c'est aussi l'histoire d'un patrimoine et d'une architecture qui a été sauvée. Donc, les Immortels, le nom, je le disais tout à l'heure, est bien choisi. Pour vous, Christiane Desroches-Noblecourt fait aussi partie de ces Immortels, comme on qualifie les académiciens également d'immortels. Oui, mais enfin, il n'y a pas que ça dans ce titre-là. Ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que, en fait, il y a trois personnages qui sont en quête d'immortalité dans ce livre. Il y a Nasser, le premier, qui veut imposer sa pyramide à lui, qui est le barrage d'Assouan. Euh, il y a effectivement Christiane Desroches-Noblecourt, mais c'est pas seulement pour marquer son nom dans l'histoire de l'Égypte ancienne, mais c'est surtout parce que son objectif à elle, c'est de préserver la quête d'immortalité des pharaons. Et puis, vous avez René Maheu qui veut, lui, rendre l'UNESCO, en faire quelque chose de beaucoup plus universel, beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et il a vraiment, lui aussi, laissé son nom dans l'histoire de l'UNESCO. Ce qu'il a fait de l'UNESCO à l'époque n'est déjà plus ce qu'il avait fait à l'époque. Voilà, ça a été le moment, et à l'UNESCO, les gens le reconnaissent aussi, c'est la plus belle période, la période la plus fastueuse de l'UNESCO a été celle de René Maheu. L'un des Immortels, c'est aussi Ramsès II, hein. Et Ramsès II, évidemment, mais c'est pour ça que Desroches-Noblecourt voulait absolument préserver la quête d'éternité de ce grand pharaon, qui était un des plus grands de l'Égypte pharaonique. Et je crois qu'elle a été à l'origine aussi de la venue de l'exposition Ramsès II à Paris. Bien sûr, c'est elle qui a organisé. D'abord, la première exposition, c'était de faire venir le trésor de Toutankhamon en 1967. Et ça, cette exposition était liée à la recherche de fonds et d'argent pour pouvoir continuer à financer les travaux du sauvetage d'Abou Simbel. Elle a réussi cet exploit extraordinaire de faire venir en France pour la première fois le trésor de Toutankhamon. C'était aussi une grande entreprise politique parce que l'idée, c'était au bout du compte que Nasser et De Gaulle puissent se rencontrer. Ça ne s'est jamais fait puisqu'ils sont morts tous les deux en 1970 à un mois d'écart. Et ensuite, effectivement, elle a lancé cette grande exposition en 1976 sur Ramsès II, et qui a été, comme la première d'ailleurs, une exposition extraordinairement euh, populaire et qui a lancé en fait la mode de ces grandes messes artistiques autour de grandes expositions. Merci Claudine Le Tourneur-Disson donc de nous raconter, de nous avoir raconté dans ce livre l'histoire de cette femme, de cette épopée, l'épopée d'une femme, de cette femme qui est devenue une femme de légende aussi quelque part. Et puis c'est une page de notre histoire également. De toute façon, on parlait Oui, de parce que la France a joué un rôle assez fondamental aussi, hein, avec De Gaulle, Malraux, Maheu, Desroches-Noblecourt. Oui, oui, là, effectivement, la France a eu un très beau rôle, en fait, dans cette histoire, vraiment. Oui. Voilà, c'est à la fois un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre d'aventure et puis un livre empreint d'humanité. Et l'humanité, on peut l'interpréter dans différents sens. Merci beaucoup donc pour ce livre, Claudine Le Tourneur-Disson, donc Les Immortels, et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci et Merci puis à vous. peut-être Merci à vous. un rendez-vous prochain sur les bords du Nil. Merci à vous. Merci. Au revoir.